bonjour et bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Moustapha Fall, qui est le secrétaire général de Action Patriotique de Libération Doc Boumou Gatché, en acronyme APL. Il est par ailleurs le PCA de la SNHLM. PCA, bonjour. Merci de nous avoir reçus, d'avoir bien accepté notre invitation. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale du logement. Aujourd'hui, quelle est la situation un peu du logement au Sénégal, brièvement? Bon, au Sénégal, la situation de l'habitat reste toujours entière. Jusqu'à présent, la demande est là, elle devient de plus en plus forte par rapport à l'offre, ce qui veut dire qu'il y a énormément de Sénégalais qui n'ont pas encore de toit. Et l'idéal serait qu'une famille, un toit. C'est un slogan qu'on avait lancé depuis des années. Il faut tout faire pour réaliser ça. C'est la meilleure façon de régler le problème du logement au Sénégal. Est-ce que vous en êtes avec cette politique En ce qui nous concerne, nous, SNHLM, vous savez que notre vocation première, c'était de construire des habitations à loyer et vente modérée. SNHLM. Donc nous, c'est à notre vocation première, mais je dois reconnaître qu'actuellement, vraiment, ce n'est plus le cas. Nous n'avons plus de logement modéré, prix modéré, ni de loyer modéré, compte tenu de beaucoup de facteurs. Parce qu'il fut un temps, à l'époque, au début, quand on a créé cette société, qui était à l'époque un office, l'État nous supportait beaucoup. L'État nous mettait en rapport avec des bailleurs pour des financements. L'État nous donnait des terres. L'État aussi intervenait sur certaines charges. Par exemple, les VRD. Ce qui nous fait problème, c'est les VRD. C'est-à-dire voies et réseaux divers. Le réseau électricité, réseau eau, eau fluviale, eau usée, etc. Et des infrastructures au niveau de la cité. Le goudron, la voirie, vous savez que les routes bitumées sont très chères et les sociétés sont cernées par de telles infrastructures. Voilà pourquoi, à l'époque, quand l'État supportait les VRD, on n'avait pas de problème. On faisait des logements sociaux qu'on vendait à des prix très bas, accessibles aux Sénégalais moyens. Mais depuis plus de 20 ans, l'État s'est désengagé de ces choses-là. Qu'est-ce qui explique ce désengagement de l'État d'ailleurs? Hein? Qu'est-ce qui explique ce désengagement? Oui, vous savez que l'État, plus on avance, plus l'État connaît des problèmes, l'État lui-même connaît des problèmes. Les choses ne sont plus comme avant. Maintenant, les caisses deviennent de plus en plus vides. Quelle est la solution? Est-ce privatiser la HLM? La solution, c'est que l'État revient à sa mission originale, c'est-à-dire supporter les promoteurs, surtout les promoteurs publics qui ne cherchent pas de bénéfices. Nous, SNHLM, on ne cherche pas de bénéfices. On travaille pour l'État au profit du peuple sénégalais. Donc l'État n'a qu'à revenir à ce qu'il faisait à l'époque, nous donner des terres, supporter les VRD, mais en ce moment-là, on pourra faire des logements de bonne qualité et à des prix vraiment modérés. Ok, donc le chef de l'État l'année dernière, effectivement, a sorti, a baissé, a sorti un décret qui baisse un peu le prix des loyers. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais se plaignent du manque de suivi par rapport un peu à cette loi, parce que les propriétaires utilisent des superficies un peu, voilà, pour hausser le prix. Aujourd'hui, comment vous appréciez un peu cette loi? Est-ce que vous pensez que les gens ont mis la charrue avant les bœufs? Non, aucunement, au contraire. C'est une loi qui est venue à son heure. C'est une loi qui, au départ, était bien respectée, mais à la longue, on a commencé à délaisser. C'est une question de volonté des locataires. Les locataires doivent prendre leurs responsabilités en main et attaquer les bailleurs qui violent cette loi.
L'État ne peut pas faire une loi. Il y a des structures pour réglementer ça. Si quelqu'un est lésé par son bailleur, il n'a qu'à porter plainte au niveau de la police, de la gendarmerie. Et on ira au tribunal et on verra. Et puis on ne peut pas sortir quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Des fois, ils disent, leur tactique, ils disent, bon, je vais réfectionner la maison. Bon, tu sors, il réfectionne et il donne ça à un autre. Ça, c'est une violation de la loi. Quand quelqu'un dit, je vais réfectionner, s'il réfectionne, tu es le premier à revenir sur ce bâtiment-là. Si tu renonces maintenant, il peut le donner à un autre. Si les locataires veillent à ça, et la volonté de poursuivre ce combat jusqu'au bout, je pense que la loi serait appliquée. Voilà, on va aborder les sujets politiques. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par le débat autour du référendum. À 19 jours, à J-19, n'est-ce pas, donc du scrutin. Comment appréhendez-vous un peu le référendum? Oh, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de responsabilité et beaucoup d'espoir. Nous sommes en train de nous préparer pour entrer en campagne officielle à partir du 12. Il n'y a pas de problème. Vous savez que la campagne officielle ne dure que 6 jours. C'est du 10, 12 au 18. Donc on n'a que 6 jours. Avec ce temps très court, il faut travailler scientifiquement. Voilà pourquoi très tôt j'ai dit qu'on va privilégier la proximité au détriment des meetings et consorts. La proximité en faisant des porte-à-porte, des bouche à oreille. C'est ça qui est important. Il s'agit d'expliquer aux Sénégalais les 12 réformes qui seront proposées aux Sénégalais. Les 15 points, je m'excuse. Donc, pour expliquer ces 15 points aux Sénégalais, ce n'est pas à travers un meeting ou un convoi, une caravane. Non, non, non. Il faut aller les trouver chez eux. Donc, porte à porte, parler avec eux, bouche à oreille. Là, calmement, c'est un climat serein, climat familial. Ils vont comprendre et poser les questions qu'ils n'auraient pas pu poser si c'était un meeting ou une caravane. Comment expliquez-vous un peu la décision du chef de l'État de revenir sur sa décision, donc de réduire son mandat? C'est toute cette polémique, le débat, avis, décision. Non, il n'est pas revenu sur sa décision, au contraire. Il l'a poursuivi jusqu'au bout. Le président a été arrêté net par une loi, par le Conseil constitutionnel. Mais certains juristes estiment qu'il n'était pas obligé de suivre... Ils racontent des histoires. Tous ces juristes qui disent ça sont des juristes moyenâgeux. Ah bon? Oui. Pourquoi vous le dites? Ils racontent des histoires, c'est pas vrai? 40 juristes ont signé un mandat. Mais alors, combien il en reste? Combien il en reste? 46. Combien il en reste? Il y a Mounirou. Oui, mais après, combien il en reste? Il y a 46 juristes. Combien il en reste de juristes dans ce pays? Mais c'est des histoires, ça. 40 juristes peuvent se tromper. Ou bien 40 juristes peuvent travailler pour l'opposition. Mais dans le camp de ces... Quel est le président? Ce n'est pas n'importe qui, quand même. Oui, c'est un ami à moi. Je le respecte beaucoup aussi. Je sais que c'est un bon constitutionnaliste aussi. Mais je dis que 46 juristes peuvent se tromper. Quel est le président de la République du Sénégal qui une seule fois a tourné le dos aux avis du Conseil constitutionnel? Il n'y en a pas. De Abdou Diouf à Macky Sall, tous les présidents ont respecté les avis du Conseil constitutionnel. Mais Abdoulaye Wade, avec Youssou Diagne, on se souvient, effectivement, n'avait pas suivi la décision de Youssou Diagne, qui s'était opposé, aussi on le rappelle, qui avait contesté la décision de Youssou Diagne par rapport au référendum. Non, aucunement, au contraire. Au contraire. Quand Abdoulaye Wade a demandé au Conseil constitutionnel si le référendum qu'il veut organiser est conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a donné ça. Il a dit, je suis d'avis que c'est conforme à la Constitution. Non, c'était par rapport à l'implication effectivement du président de la République dans la campagne. Je pense qu'il s'agit effectivement de ça. Mais il a respecté, parce qu'on a sorti sa photo. On a sorti sa photo. Mais le Conseil constitutionnel n'est pas un organe consultatif, c'est une juridiction. Il faut que les gens le savent. Comment le Conseil, au-dessus de toutes les juridictions, on peut dire que son avis, c'est du n'importe quoi, on peut s'en passer. Comment ça? Tu lui demandes son avis et tu te passes de son avis, alors que c'est lui qui veille à la constitutionnalité des lois. Oui, c'est juste un avis, justement. Mais un avis, c'est quoi? Un avis de quelqu'un qui décide. Dans l'avis, il a dit
à Macky Sall que vous ne pouvez pas. Il faut supprimer la rétroactivité de la réduction. Ça, c'est un ordre. C'est un ordre. Avis ou pas, avis ou décision, ce qui est important, c'est le contenu, le texte. Et dans ce texte-là, le Conseil constitutionnel exige à ce qu'on élimine tel ou tel point. Ça, c'est une obligation. Donc vous n'avez aucune crainte par rapport un peu à l'issue du référendum. Est-ce que vous ne pensez pas que Macky pourrait être sanctionné pour cette décision? En tout cas, nous, on ne le souhaite pas. On travaille pour que la réforme passe. On va travailler sur ça. C'est une question de rapport de force. Les partisans du non vont travailler. Les partisans du oui vont travailler. Et jusqu'à présent, tout indique que le oui va l'emporter. Parce que tous les grands électeurs, tous les porteurs d'opinion, tous les vecteurs d'opinion qui se sont prononcés encore, jusqu'à présent, se sont prononcés en faveur du oui. Donc il y a de l'espoir. Mais quand même, le camp de l'opposition n'est pas... En fait, ceux qui composent l'opposition ne sont pas quand même négligeables. Hier, Aïssata Tall, quand même, dont le parti appartient à la mouvance présidentielle, s'est démarqué de la position de son parti. Quand même, il ne faut pas... Oui, mais et le reste de son parti, ils sont pour le oui. Khalifa Sall également est dans le camp du non. Oui, là-bas aussi, il y a, en dehors de Sanor, il y a d'autres qui sont pour le oui. Mais quand même, il y a Imam Bayna également. Une individualité. Oui, il y a Imam Bayna. Aïssata Tall Sall, quand elle dit qu'elle va voter pour le non, c'est aléatoire. Même ses propres partisans qui se sont battus pour elle, quand on a voulu lui faire de l'injustice, beaucoup de ses partisans ne vont pas la suivre. C'est valable pour Khalifa Sall également. Oui, attention. Oui, on a noté des fissures au sein même de Benno Bokk. Il y a Imam Bayna quand même qui est sorti du groupe Benno Bokk. Il est libre de le faire. Son fils hier, à Ziguinchor, le parti de Baldé. Il y a une partie du parti de Baldé qui se sont prononcés ouvertement pour dire qu'ils feront campagne pour le oui et ils vont voter oui. Non, ça c'est des contradictions au sein des organisations. Ça n'a rien à voir avec le peuple sénégalais. Oui. Et par exemple, si le non remporté venait à l'emporter, par exemple, quelles pourraient être les conséquences sur le plan politique? Ah non, si le non l'emportait, ce que je ne souhaite pas, mais alors on va en tenir compte. On respecte la décision. Mais là encore, c'est le Conseil constitutionnel qui va prononcer les résultats. Vous voyez qu'on ne peut pas se passer du Conseil constitutionnel. Les résultats seront donnés par le Conseil constitutionnel. On va respecter la décision du Conseil constitutionnel. Et on félicite les partisans du non. Et là, on fait notre autocritique sincère. On reprend le travail. Maintenant, on évolue vers les législatives. On accélère les projets que nous avons au profit du peuple sénégalais et ce qui est important. Et je pense qu'on pourra, avant les législatives, renverser la tendance et gagner largement les législatives. Aujourd'hui, si vous devez faire un bilan un peu de la gestion de Macky Sall, qu'est-ce que vous dites dans l'ensemble? Eh bien, dans l'ensemble, par rapport à ce VAD, 3 ans de VAD et 3 ans de Macky Sall, il n'y a même pas photo. Par rapport au temps, 3 ans, Macky Sall a fait plus que n'importe quel président en 3 ans. C'est qu'il y a la grande gueule, on parle, on essaye de faire du néantisme, du nihilisme, hein? Mais la réalité est là. Les Sénégalais vivent les réalités. Il y en a des Sénégalais qui profitent du règne de Macky Sall. Des choses qu'ils n'ont jamais eues de leur vie. Ces gens-là ne diront pas que Macky Sall n'a pas travaillé. Mais quand même, on a constaté que l'économie, de manière générale, elle est morose. On dit que l'argent ne circule pas, beaucoup de gens se plaignent, il y a le taux de chômage. Mais où tu as vu l'argent circuler? Quel argent circulait du temps de Wade? Ah oui, l'argent sale ne peut plus circuler maintenant. C'est normal. Des gens qui se mettaient à donner à coup des millions par jour, mais ça ne peut plus se faire maintenant. Cet argent ne circule plus. Mais ton salaire, le salaire de n'importe quel travailleur, l'argent de ces braves Sénégalais-là circule. Oui, c'est l'argent sale qui ne circule plus. Donc, M. Fall, vous êtes également
vous êtes connu pour votre combat contre la transhumance. Aujourd'hui, on a vu que le président... Ah non, j'ai jamais combattu la transhumance. C'est pas mon problème. Non, Macky 2012, par exemple. Ah non, Macky 2012 ne pas... Non, non. Non, à l'époque, c'était des gens de Macky 2012 qui se prononçaient dans ce sens. Justement. Maintenant, voilà. Moi, je respecte tous les Sénégalais. Ok, d'accord. Mais comment appréciez-vous le fait que certains dignitaires de l'ancien régime soient recyclés entre guillemets par Macky Sall, alors qu'ils ont été épinglés par la RMP. En fait, je veux juste citer le cas de Awa Ndiaye, même si après la justice l'a disculpé. Moralement, ah oui, puisque la justice l'a disculpé, pourquoi on en parle maintenant? Mais fermez ce dossier donc. On en parlait quand c'était seulement un audit. Dans un audit, le premier rapport peut épingler. On vous donne le premier rapport. Vous vous expliquez, vous donnez des clarifications à certains points que les auditeurs n'ont pas compris. Si la justice juge que, voilà, il est acquitté, mais alors, il faut fermer ce dossier. Pourquoi on parle toujours du dossier d'Awa Ndiaye alors qu'elle est libérée par la justice, hein? Elle n'est pas poursuivie. Le cas de Ousmane Ngom, par exemple, oui, après. Moralement, quelqu'un qui a été aux commandes et qu'on accuse même d'avoir été commanditaire de le mode de Mamadou Diop, qui puisse vraiment, comme si de rien passé, avec Macky Sall dans les bagages de Macky Sall, dans ses voyages, comment l'expliquez-vous moralement? Ah, si Macky Sall a voulu qu'il voyage avec lui, Ousmane Ngom, c'est pas la peste, hein? Qu'est-ce qu'on lui reproche, Ousmane Ngom? Oui, justement, c'est dans l'affaire Mamadou Diop. Ah, mais non, non, on ne l'a rien reproché, la justice ne l'a pas attaqué jusqu'à présent. Ok, donc, mais par rapport à la traque des Bielma... C'est-à-dire, on disait de Ousmane Ngom qu'il était interdit de sortir du territoire. Mais et si on a levé l'interdiction? Les gens, avant de parler, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Justement, mais il fait partie des 25 dignitaires de l'ancien régime qui ont été cités comme... il était bien cité, c'est sûr. Bien sûr. Il faisait partie de la liste. Ah non, moi je n'en sais pas. Depuis lors, donc voilà... Il faisait partie de la liste, mais la liste se poursuit. Mais justement, les gens s'étonnent du fait que, voilà, après Karim Wade... Mais comment appréciez-vous un peu la gestion de la traque des biens marqués? Le cas de Ousmane Ngom, faire partie de la liste, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. On est présumé innocent jusqu'au dernier jugement. Donc, tous ces gens qui sont sur une liste, le charme de la traque des biens mal acquis, de l'enrichissement illicite, c'est que on part de supputation, on part d'indices pour arriver à la réalité. On vous accuse, on dit que vous avez tant de milliards, vous avez tant de maisons, c'est à vous de justifier. Si vous justifiez, on vous laisse partir. A priori, on est présumé innocent. Ousmane Ngom, sur une liste rouge ou noire, il est présumé innocent. Jusqu'à ce qu'on s'occupe de lui, qu'on le condamne. Le fait que sur 25 personnes, qu'une seule personne soit condamnée? Non, ce n'est pas terminé, cette traque. D'ailleurs, ce n'est pas une seule personne. Les Pouilles et consorts, tous ces gens-là sont en tôle. Oui, ça sont des complices. Ah non, mais parmi les 25 dignitaires. Donc lui, il était tête de pont, Karim. Non, oui, Karim, non. Ah voilà, s'il est tête de pont, il a été épinglé avec ses complices. Maintenant, il faut poursuivre la traque. Je suis pour qu'on poursuive la traque. Pas de discrimination ou de parti pris ou de népotisme. Tous les Sénégalais sont d'égale dignité, ils sont égaux en droit et en devoir. Karim Wade, le traitement qu'on a fait à Karim Wade, on doit continuer à le faire avec d'autres qui sont soupçonnés, comme l'était Karim Wade. Et s'il s'avère qu'ils sont coupables, alors il faut qu'on leur donne le même traitement que Karim Wade. Moi, ça ne me gêne pas. Je suis pour qu'on poursuive. Et sans distinction. Et de quelque cas que soit l'intéressé. Oui. Voilà, donc on va aborder le dernier sujet, c'est un peu par rapport à la vie de Macky 2012. Hein. Beaucoup de vos camarades ont quitté cette coalition pour créer les Républicains. Comment expliquez-vous cette fissure? Mais c'est la démocratie, c'est les options. Beaucoup, ils sont que 7 contre 34. Ils estiment que voilà, Macky 2012 n'est plus... C'est maintenant qu'ils l'estiment. Oui, Macky 2012 n'est plus... Non, c'est moi ce débat. Parce que c'était une coalition qui a été créée pour l'élection de Macky. Aujourd'hui, cette coalition doit évoluer. C'est maintenant qu'ils le savent.
Macky 2012, Benno Siggil Sénégal est plus âgé que Macky 2012. Et Benno est toujours là-bas. Toujours là, hier, Benno Siggil Sénégal a tenu une conférence de presse. Il faut arrêter ces histoires-là. Moi, ces camarades, c'est des amis à moi. Des jeunes frères à moi. Je ne parle jamais au niveau de la presse. On maintient des bonnes relations, eux et moi. Donc, moi, ce débat ne m'intéresse pas. Ils ont quitté Macky 2000, ils ont créé leur structure, mais je leur souhaite bon vent. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours penser à demain. On peut se retrouver. Chaque chose contient son contraire. On peut se retrouver, donc il faut se garder de dire certaines choses. Aussi bien c'est valable pour eux que pour nous de Macky 2012. Moi, je ne me mettrai jamais à les attaquer. Voilà, donc dernière question, le président de la République doit rencontrer cet après-midi ses alliés. Comment appréhendez-vous cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? On peut attendre comment on va faire notre campagne électorale. Quel type de campagne on va faire. Quelle stratégie on va dégager. C'est ça qu'il faut attendre. On va se rencontrer pour s'organiser, définir le mode de campagne qu'on va faire pour gagner massivement avec le oui. Je vous remercie infiniment. Merci, Daouda. Je vous remercie d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.